Une jeune femme disparaît mystérieusement sur une autoroute déserte. Tout laisse penser qu'elle a succombé à une agression. Pour résoudre cette énigme, les experts disposent de quelques fibres de tissu rouge, de feuilles de papier essuie-tout et d'une empreinte de pneu. En dépit de cette maigre récolte, parviendront-ils à reconstituer les événements, à retrouver le corps de la victime et à identifier son meurtrier? C'est le jour de la fermeture de la chasse dans le Michigan, aux États-Unis. Une femme promène ses chiens dans la forêt. Soudain, elle s'écroule, frappée d'une balle en pleine poitrine. Dans un premier temps, les policiers concluent à un accident. Mais une analyse graphologique, un test balistique et une expérience physique tout à fait inédite leur font changer d'avis. La promeneuse était-elle le gibier d'un chasseur diabolique? Bonjour. Vous le savez, j'ai coutume de dire que la réalité dépasse la fiction, que les faits divers puisés dans le quotidien sont souvent plus intenses et étonnants que la plupart des histoires inventées pour le besoin des séries télévisées. Si vous doutez de cette théorie, le récit que je vais vous faire suffira, je pense, à vous en convaincre. Écoutez plutôt. L'autoroute 97 longe la partie orientale des monts Cascades, au nord-ouest des États-Unis. Cette autoroute, la principale de la région, est très fréquentée. Le nombre de camions qui l'empruntent est impressionnant. Par une belle matinée de juin, à l'aube, un homme qui circule sur l'autoroute traversant l'Oregon aperçoit un objet sur le bas-côté. Il s'arrête et découvre qu'il s'agit d'un sac de couchage. Il est allé l'inspecter pour voir s'il était en bon état. Comme c'était le cas, il l'a embarqué. Quand il l'examine d'un peu plus près, il découvre à l'intérieur une paire de tennis de femme et un sac à main. Le tout maculé de sang. J'ai tout de suite pensé qu'il devait y avoir un cadavre de femme quelque part le long de l'autoroute. Une femme ne laisse pas son sac à main dans un sac de couchage. Il n'y a pas d'argent dans le sac, mais un permis de conduire, celui d'une femme de 20 ans nommée Carrie Love. D'après le document, elle habite une petite ville à côté de Seattle, à environ 600 km de l'endroit où le sac de couchage a été découvert. La mère de Carrie déclare à la police que sa fille a quitté la maison quelques jours auparavant pour aller voir son père à Los Angeles. Elle m'a dit qu'elle allait rester chez son père quelques jours. Elle s'en réjouissait beaucoup, car ça faisait pas mal de temps qu'elle ne l'avait pas vu. On a marché des kilomètres parallèlement à l'autoroute, d'un côté puis de l'autre, dans l'espoir de découvrir le corps ou des indices. Mais Kenneth Cooper ne découvre rien. Puis il se souvient d'une aire de repos assez isolée, située à une vingtaine de kilomètres de l'endroit où le sac de couchage a été découvert. C'est un endroit très isolé. La nuit, il n'y a aucune lumière, on est plongé dans le noir. Si j'avais été un meurtrier, c'est là que j'aurais jeté le corps de ma victime. Il y avait des traces par terre sur le gravier. On aurait dit que quelqu'un avait traîné quelque chose. C'est là que les policiers découvrent le corps de Carrie Love, enseveli sous un tas de gravier. Ils trouvent, près du cadavre, quelques feuilles d'essuie-tout de couleur verte, avec des bouts de ruban adhésif à chaque extrémité. En les regardant de près, j'ai vu la forme d'un nez et d'un menton. Le meurtrier s'en était servi pour étouffer sa victime. Ces traces étaient celles du mucus et de la salive desséchée qui s'étaient épanchées du nez et de la bouche de Carrie après son décès. Nous nous sommes appliqués à préserver tous les indices afin de les faire analyser plus tard dans nos laboratoires. Les échantillons de sang, bien sûr, et les empreintes digitales. Quand on se trouve sur les lieux d'un tel meurtre, il est indispensable de relever et de conserver soigneusement le moindre indice. Les enquêteurs sont convaincus qu'il existe quelque part sur les lieux du crime un indice qui les conduira jusqu'à l'assassin. Mais encore faut-il trouver cet indice. Cette jeune femme était morte. C'était parfaitement injuste. Je me devais de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour que le coupable soit puni.
Le corps de Karylov est découvert sur le terrain de chasse d'un tueur en série, l'un des plus redoutables qui ait jamais sévi aux États-Unis. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'elle avait été assassinée par le tueur de Green River. Plus d'une quarantaine de femmes ont été assassinées dans la région. Et à cette époque, le tueur de Green River n'a toujours pas été appréhendé. Avant de soulever le corps de Cary de sa tombe de gravier, les experts médico-légaux prennent soin de relever le plus d'indices possible. On a découvert un peu plus tard des indices sur le corps qu'on aurait peut-être perdu si on l'avait traîné pour le sortir. Il y avait collé sur l'abdomen une boulette de peluche composée d'une douzaine de fibres textiles différentes. Les enquêteurs espèrent que l'autopsie de Cary révélera ce qui s'est passé au cours de ses derniers instants de vie. L'autopsie a duré un peu plus de 9 heures, parce qu'on n'a absolument rien laissé passer. Elle a été menée avec une rigueur exceptionnelle, et tous ceux qui ont travaillé sur cette affaire, on ne peut pas trouver mieux dans le métier. En pratiquant l'autopsie, le légiste découvre quelques fibres de coton rouge sous les ongles de la victime, ce qui prouve qu'elle s'est sauvagement débattue avant de succomber. Des traces d'hémorragie dans les globes oculaires indiquent par ailleurs que la cause de la mort est due à une asphyxie et non aux coups de couteau qui lui ont perforé le thorax. Le médecin observe encore qu'un étrange dessin s'est imprimé à la surface des hématomes qui couvrent son bras gauche et sa poitrine. S'il s'agit bien d'une empreinte de pneu, comme il le suppose, les enquêteurs disposent enfin d'un indice prometteur pour traquer l'assassin. On aurait dit qu'ils avaient été causés par le flanc d'un pneu qui aurait roulé sur le bras. Leur dessin était extrêmement géométrique et parfaitement visible. Ça formait un carré, puis une partie arrondie, puis un autre carré. Dès que j'ai vu ça, j'ai pensé à l'empreinte d'un pneu. Les feuilles d'essuie-tout retrouvées près du corps de Cary n'ont à première vue rien d'exceptionnel. Mais en les étudiant, le criminologue Mike Howard découvre une singularité. En tenant une feuille devant une lampe, j'ai vu des petits trous le long du bord. Chaque marque d'essuie-tout possède son propre motif d'impression. Il est produit par d'énormes rouleaux durant sa fabrication. Ces rouleaux, quand ils sont usés, perforent parfois le papier, et de ce fait, ils laissent des trous. Dans le cas qui nous intéresse, les feuilles d'essuie-tout étaient légèrement abîmées là où le rouleau les avait transpercées, laissant des trous ici et là comme disposés au hasard. J'ai acheté une centaine de rouleaux d'essuie-tout dans différents magasins. Aucun ne présentait ce genre de perforation. Les policiers apprennent que Karylov travaillait comme dispatcher pour une petite compagnie de transport routier, la Northern Star, dont le propriétaire est un certain Jesse Pratt. En voyant sa photo, j'ai cru qu'il faisait partie des Hells Angels. Ça a été ma première impression. Il avait une tignasse longue et bouclée, une mine patibulaire au possible. Il était complètement débraillé. Le genre à vous flanquer une sacrée frousse. Pratt raconte à la police qu'il a proposé à Cary de la conduire jusqu'à Los Angeles dans son camion. Mais préférant prendre l'avion, la jeune fille aurait décliné son offre. Selon Jesse, Cary avait décidé de ne pas faire la route jusqu'à Los Angeles. Elle lui aurait demandé de la laisser plutôt à l'aéroport SeaTac de Seattle. Pourtant, le nom de Cary ne figure sur aucune liste des passagers. J'ai tout de suite vu que cette histoire ne tenait pas debout, mais il lui fallait bien inventer quelque chose. En vérifiant dans leur banque de données, les policiers découvrent que Pratt a été marié 4 fois, que c'est un homme violent et qu'il a un passé chargé. Il aurait battu chacune de ses épouses. Pire encore, il a écopé de 10 ans de prison en 1981 pour l'enlèvement de sa petite amie. Mais il a été libéré après seulement 10 mois de détention. Il avait été incarcéré dans la prison de Walla Walla. Malheureusement, il a été libéré plus tôt qu'il n'aurait dû. Certaines de ses anciennes fréquentations l'ont même accusé de proxénétisme. Il a tenté de prostituer toutes ses petites amies. Ce n'était qu'une question de temps et il est surprenant qu'il n'ait pas fait davantage de victimes.
Jesse Pratt est le meurtrier le plus détraqué et le plus dangereux à qui j'ai jamais eu affaire. Et pourtant, j'en vois des criminels. Quand la police perquisitionne le camion de Pratt, elle ne découvre d'abord aucun indice particulier. Il était évident qu'il avait été nettoyé de fond en comble. Il n'y avait pratiquement aucune empreinte. C'est maintenant une certitude. Jesse Pratt s'est efforcé de faire disparaître les preuves qui pouvaient conduire à sa culpabilité dans le meurtre de la jeune femme. Tandis que les experts médico-légaux s'emploient malgré tout à mettre à jour le moindre indice en fouillant les endroits les plus inattendus de son camion, les enquêteurs poursuivent leur interrogatoire. Pratt confesse que Carrie Love lui a servi de secrétaire pendant qu'il faisait ses livraisons. Il affirme ensuite l'avoir déposée à l'aéroport de Seattle, poursuivant seul sa route vers Los Angeles. Bien que les policiers doutent de cette version, il leur faut collecter des faits matériels pour confondre le suspect et pouvoir l'inculper. On a trouvé dans l'habitacle du camion 2 rouleaux d'essuie-tout d'une certaine marque, dont un entamé. Il est de la même marque et de la même couleur que celui dont le meurtrier s'est servi pour asphyxier la jeune femme. J'ai analysé le pigment vert de ces 2 essuie-tout et il était identique. Ensuite, j'ai passé les feuilles au spectromètre à fluorescence X pour y rechercher la moindre trace de métal. Du métal dans du papier essuie-tout? Il y en a en effet. Quand on réduit le bois en pâte à papier, on supprime l'excédent de fibres avec du sulfure. Une infime quantité de ce sulfure, ainsi qu'un peu de sodium contenu dans le bois, reste imbibé dans le papier. Avant de procéder à l'analyse spectrométrique, Michael Howard doit réduire chaque échantillon d'essuie-tout en cendres. Puis il y ajoute un composé chimique neutre et le place dans le spectromètre à fluorescence. Sous l'effet des rayons X, les traces de métaux deviennent phosphorescentes. Il s'avère que les 2 échantillons possèdent la même quantité de sulfure, de sodium, de potassium et autres métaux. Cette parfaite similitude nous a permis d'établir le lien entre les feuilles retrouvées près de la victime et le rouleau d'essuie-tout découvert dans le camion. De plus, les feuilles d'essuie-tout du camion possèdent les mêmes perforations, disposées de façon identique que celles découvertes sur la scène du crime. Puis, les experts médico-légaux comparent les fibres de coton rouge découvertes sous les ongles de Carrie avec celles prélevées sur le t-shirt rouge que Pratt portait durant son interrogatoire. Leur étude au microscope révèle qu'elles sont identiques, même tissu, même teinture. Il était clair qu'elle avait griffé son t-shirt. C'était peut-être arrivé dans un moment de passion, ou de haine, ou au cours d'une bagarre. La police a également découvert quelques fibres du sac de couchage lors de la perquisition du camion de Pratt. Ces quelques fibres nous ont permis d'établir le lien entre le camion et l'endroit où le meurtrier s'est débarrassé du sac de couchage de Carrie. Enfin, dans le bureau de Pratt, Cooper découvre une autre piste. Il s'agit d'un reçu pour un plein d'essence effectué la veille de la découverte du corps. Il avait fait le plein dans une station-service. Cooper appelle aussitôt la station-service pour savoir si quelqu'un se souvient de Jesse Pratt. Le type m'a dit, le conducteur portait une barbe et il avait une grosse bedaine. J'ai eu le souffle coupé tant j'avais du mal à croire à la précision de son souvenir. Je lui ai demandé si un autre détail l'avait frappé. Il m'a répondu, oui, il était accompagné d'une fille très jeune et plutôt jolie. Quand les policiers le confrontent à ce témoignage et aux preuves médico-légales, Pratt change immédiatement son récit. Il reconnaît que Carrie a dormi dans la cabine de son camion et qu'ils ont fait l'amour, affirmant qu'elle était consentante. Il l'accuse de lui avoir volé de l'argent pendant le voyage. Il se serait mis en colère contre elle et il se serait disputé. Une fois sur l'autoroute, il en aurait eu assez et l'aurait viré de son camion en pleine nuit en lui disant « Débrouille-toi toute seule ».
Cette histoire est totalement ridicule. Si j'avais été un juré, je l'aurais déclaré coupable de meurtre, rien que pour ça. Il m'a regardé droit dans les yeux pendant tout l'interrogatoire, mais son comportement et son ton de voix m'ont convaincu qu'il mentait. Qu'il me racontait n'importe quoi pour m'emberlificoter. Les policiers décident alors de procéder à une analyse supplémentaire. Ils demandent à un expert d'examiner les pneus du camion de Pratt pour voir si les empreintes coïncident avec les marques découvertes sur le corps de Carrie. Les enquêteurs savent qu'un véhicule, certainement celui du meurtrier, a roulé sur le corps de Carrie après son décès. En effet, l'autopsie a révélé une empreinte de pneu sur son thorax et une étrange trace de friction, comme une brûlure, sur son bras gauche. Cette trace ressemble à l'empreinte du flanc d'un pneu de camion. Ce n'était pas le dessous du pneu qui avait laissé cette trace, mais bien sa partie latérale. Afin de voir si les blessures sont dues aux pneus du camion de Pratt, les enquêteurs font appel à Peter MacDonald, un expert en la matière. Ils avaient entendu parler de moi et ont pensé que je pourrais leur être utile. MacDonald relève tout d'abord les empreintes de sculpture sur chacun des 18 pneus du camion. Au premier coup d'œil, il s'aperçoit qu'ils ont été récemment rechappés. Pour une raison encore inexpliquée, les sculptures des nouvelles chapes sont toutes différentes. Après un examen attentif, l'expert constate que l'empreinte du pneu imprimée sur le thorax de Carrie ressemble à celle du pneu arrière droit du camion de Pratt. Mais les sculptures latérales du pneu et la marque de brûlure relevée sur l'avant-bras de la victime sont-elles concordantes? Pour rechapper un pneu, on remplace la bande de roulement usée par une couche de caoutchouc neuve que l'on colle sur le pneu. Elle est fixée à ses deux extrémités. MacDonald s'intéresse plus particulièrement à ce point de fixation. En plaçant une feuille de papier sur le flanc du pneu, il relève l'empreinte des sculptures et obtient le dessin d'une petite barre suivie d'un carré arrondi. Au point de colle des deux extrémités de la nouvelle chape, il remarque que la barre est plus courte que partout ailleurs sur le pneu. Cet indice sera-t-il suffisant pour relier la victime au camion de Jesse Pratt? Cette barre m'a particulièrement intrigué en raison de sa singularité. En effet, on ne la trouve qu'au point de fixation des deux extrémités de la nouvelle chape. De retour dans son laboratoire, MacDonald découpe la forme de la sculpture et la monte sur un tampon qu'il enduit d'encre. Puis il applique ce dernier sur son bras. Le dessin ainsi obtenu est identique à la marque de brûlure sur le bras de Carrie et il correspond parfaitement aux sculptures sur le flanc du pneu du camion de Pratt. Les deux dessins ont la même courte barre au point de fixation de la nouvelle chape. Cette même barre était visible sur le bras de la victime. Sans cette caractéristique, je n'aurais pas pu faire une identification positive. MacDonald relève un numéro de série XZA 9219 sur le pneu nouvellement rechappé, ce qui lui permet de remonter jusqu'au garage qui a effectué la réparation. Son directeur lui apprend que le pneu a été rechappé 2 mois avant le meurtre de Carrie. Il lui révèle également le nom de la personne qui a payé la facture. Le tout s'élevait à 278 $ et avait été réglé par chèque. Ce chèque était signé de la main de Carrie Love. Le nombre de femmes qu'il a agressées par le passé, avant le meurtre de Carrie, prouve que cet individu ne peut pas être laissé en liberté et qu'il doit être tenu responsable de ce qu'il a fait. Selon le procureur, Carrie a accepté que Pratt la conduise jusqu'à Los Angeles. Chemin faisant, il a exigé que la jeune fille couche avec lui. Carrie a repoussé ses avances et une lutte s'en est suivie. Au vu des preuves médico-légales,
Pratt lui a couvert le visage avec des feuilles d'essuie-tout et il l'a poignardé. En se débattant, Carrie a saisi son t-shirt. Ce sont les fibres de ce t-shirt qui permettront aux enquêteurs d'établir l'implication de Pratt dans le meurtre. Ivre de vengeance, Pratt est passé sur le corps de sa victime avec son camion. Plus tard, il a caché le corps sous un tas de gravier près de l'aire de repos. Puis il a jeté le sac de couchage et les affaires de la jeune femme le long de l'autoroute. Toutes les preuves l'accusent. Les fibres de coton rouge découvertes sous les ongles de Carrie sont identiques à celles du t-shirt de Pratt. Les feuilles d'essuie-tout retrouvées près du corps proviennent du rouleau entamé découvert dans le camion. Les empreintes de pneus sur le bras de la victime correspondent à celles d'un pneu du camion du transporteur. Toutes ces preuves racontent la même histoire. Je savais que notre dossier était solide. Jesse Pratt est jugé et reconnu coupable de meurtre aggravé. Il est condamné à la peine de mort. On ne peut jamais être sûr de l'issue d'un procès parce qu'il est impossible de prédire le résultat des délibérations du jury. Un juré peut prendre l'ascendant sur les autres et anéantir tout le travail accompli par le procureur et son équipe. À mon avis, Jesse Pratt n'a jamais imaginé une seconde que les sculptures de ses pneus l'enverraient dans le couloir de la mort. Étant donné la sauvagerie avec laquelle il l'a tuée puis mutilée, je suis vraiment content que ça lui soit retombé dessus, si on peut dire. C'est très gratifiant. J'exerce dans la région depuis 18 ans et c'est l'enquête la plus rigoureuse qu'il m'a jamais été donné de voir. Le déroulement de cette enquête a été incroyable. Dans ma prochaine incarnation, je veux être expert médico-légal. En 2005, Jesse Pratt fait appel de sa condamnation, arguant du fait que son avocat n'a pas plaidé la déficience mentale lors du procès. La Cour ayant rejeté cet appel, Pratt attend toujours l'exécution de la sentence dans le couloir de la mort de la prison où il croupit depuis 17 ans déjà. Bien que son cas ne m'inspire aucune compassion, l'argument de Pratt était néanmoins recevable. En effet, après examen médical, le docteur Colby, neuropsychiatre, avait attribué au détenu un QI de 77, ce qu'il assimilait à un faible d'esprit. Il avait par ailleurs détecté chez lui de graves dommages cérébraux pouvant expliquer un comportement ultra-violent. Pour autant, le médecin avait estimé que si Pratt avait suivi un traitement médicamenteux approprié, il aurait sans doute pu contrôler ses excès de fureur. Le docteur Underwager, spécialiste des délinquants pervers et déviants, a confirmé le diagnostic de son confrère. Selon lui, Pratt avait été sexuellement abusé à maintes reprises durant son enfance, ce qui l'aurait contraint à adopter plus tard une conduite sadomasochiste envers les femmes. Pour sa défense, le meurtrier a expliqué à son tour que sa violence était la conséquence du trauma crânien qu'il avait subi en ayant été heurté par un camion. Quoi qu'il en soit, sans l'extraordinaire subtilité de l'enquête menée par les experts médico-légaux, un redoutable prédateur terroriserait toujours les routes américaines. Notre seconde histoire se déroule sur la péninsule nord du Michigan. C'est une zone de forêt peu peuplée et habituellement sans danger. C'est pourquoi quand une jeune femme est tuée par balle alors qu'elle se promène avec ses chiens, l'annonce de sa mort fait l'effet d'une bombe. La péninsule nord du Michigan couvre plus de 40 km² de forêt peu peuplée. Une région calme et habituellement sans danger. Disons que si quelqu'un se faisait voler son vélo, ça ferait la une du journal. Ici, les habitants ont plus de problèmes avec les chasseurs qu'avec les criminels. Un jour, ma belle-fille était en train d'étendre son linge et des balles lui ont sifflé aux oreilles. Et pourtant, ce n'était même pas la saison du chevreuil. En 1992, le dernier jour de la saison du chevreuil, Judy Blake Moylanen part en promenade dans les bois avec ses 5 chiens. Les chiens finissent par rentrer à la maison, mais pas Judy.
La mère de Judy et une voisine partent à sa recherche. Ils la retrouvent sur un chemin forestier. 70705, nous avons un accident de chasse au bout de Cherry Lane. À la sortie de la M38. Judy est morte. Elle a reçu une balle de fusil dans la poitrine. Cela ressemble à un accident. Quelqu'un m'a appelé. On m'a raconté ce qui s'était passé. J'ai senti mon estomac se nouer complètement. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, non. Les balles de fusil très puissants peuvent avoir souvent une portée de près de 5 km, voire plus. Et de temps en temps, il y en a une qui atterrit au mauvais endroit. Les voisins disent avoir entendu un coup de fusil peu après 14 heures. L'enquête prend du retard parce que la balle qui a tué Judy reste introuvable parmi les broussailles. Il n'y avait pas de balle. J'ai trouvé une balle plus ancienne, elle était sous la terre, légèrement corrodée. On l'a examinée, mais il a été établi que ce n'était probablement pas le projectile qu'on cherchait. Les enquêteurs trouvent l'endroit que la balle a heurté après avoir tué Judy. Je crois que ce soir-là, ils ont remarqué une encoche, une marque laissée par une balle sur un arbre dans le secteur. Judy est mariée à Bruce depuis 14 ans et ils ont une fille âgée de 3 ans. Bruce travaille comme expert en assurance et il affirme avoir un alibi pour le jour de l'accident. Il a présenté une liste de 28 personnes différentes qui, selon lui, pouvaient lui fournir un alibi pour cette journée à partir de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures ou 18h30. Il est furieux que sa femme n'ait pas été plus prudente. Il reprochait plus ou moins à sa femme de ne pas s'être habillée en orange ce jour-là pour aller en forêt. Je me suis dit que c'était très déplacé, vu les circonstances. Bruce fait plusieurs déclarations étranges concernant sa femme et les enquêteurs commencent à se demander si la mort de Judy est vraiment un accident. Quelques jours après l'enterrement de Judy Molanen, plusieurs amies remarquent que son mari a un comportement bizarre. L'une d'entre elles affirme qu'il lui a fait des avances. Il m'a demandé si je voulais vivre avec lui, si on pouvait être plus que des amis, ce genre de choses. Je n'en revenais pas. Sa femme était morte depuis 15 jours à peine, et voilà qu'il disait des choses pareilles. Il y a également un autre incident bizarre. Après l'enterrement, Bruce donne certains des vêtements de Judy à une amie, Gail Lampinen. Et parmi ces vêtements se trouve une lettre. Cette lettre était adressée à Gail. Elle est censée avoir été écrite par la victime, Judy Molanen, et elle est signée Jude, qui était le petit surnom intime de Judy. Mais Judy connaissait peu Gail. Elle ne l'avait rencontrée qu'une ou deux fois en passant. Quand j'ai lu la lettre, je me trouvais dans la cuisine. La première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» En gros, la lettre disait « J'ai des problèmes de couple. Bruce et moi, on s'éloigne. Il a sa vie, j'ai la mienne. Je vous en prie, aidez-le à trouver quelqu'un d'autre. » C'était ce genre de choses. Mais ce qui m'a fait réagir, c'est le post-scriptum qui disait « Il est génial au lit. » J'ai trouvé très bizarre qu'elle écrive une chose pareille. Gail raconte à la police que Bruce s'est comporté de manière déplacée avec elle au cours des mois qui ont précédé la mort de Judy. Bruce a vraiment craqué, il s'est mis à suivre des gens. Voilà ce qui s'est passé. Il a commencé à venir ici et à beaucoup téléphoner. Il nous a invités à aller au ski ou à faire différentes choses, mais on a refusé. On s'est aperçu que Bruce nous avait caché toute une partie de sa personnalité. Pour voir si la lettre est authentique, la police la confie à un expert en documents du service médico-légal. On m'a demandé de comparer la lettre à des échantillons d'écriture de Judy Molanen. Stegall remarque que l'écriture est lente et réfléchie. Ça peut laisser supposer que ce document est un faux, fait par quelqu'un qui essaie de maquiller son écriture ou d'imiter celle d'une autre personne. Il y a plusieurs caractéristiques qui ne concordent pas avec les échantillons d'écriture de Judy.
Dans l'échantillon d'écriture de Judy, le bout du T se termine par un arrondi, on dirait presque un B. Et sur l'échantillon en question, le T et le H sont complètement séparés. Il n'y a pas cette forme arrondie et le croisement du T est très court. Il manque toutes les habitudes de Judy. Sa façon de former les lettres, de les lier les unes aux autres, de finir les mots, de faire la croix du T, les directions du trait. L'expert en conclut que la lettre est un faux. Lorsque quelqu'un écrit sur une feuille de papier, la pression du stylo laisse une marque sur la page du dessous qui contient davantage d'électricité statique que les autres fibres du papier. Ainsi, dans l'espoir de découvrir une première couche d'écriture, Stiegel place une fine feuille de plastique transparent sur la lettre. Puis, il se sert d'une baguette électrique pour créer une charge électrostatique. Ensuite, on prend de l'encre et on en asperge la surface de la feuille de plastique. Et les zones qui ont la charge la plus forte vont attirer la poudre noire ou l'encre vers elles, ce qui va créer une image. Cela révèle que quelqu'un s'est entraîné à écrire une première version de cette lettre sur la page qui se trouvait au-dessus, ce qui est fréquent quand on fait un faux. Stiegel compare la lettre aux échantillons d'écriture de Bruce et il en conclut que ce dernier est l'auteur de la lettre. Dire que cet homme a eu l'audace d'écrire ça et de l'attribuer à sa femme alors qu'elle venait de mourir dans un accident de chasse. Je n'y ai pas pensé parce que je me disais que la personne que je connaissais ne pouvait pas être capable d'une chose pareille. Puis, les enquêteurs découvrent autre chose. Un an auparavant, Judy est blessée à la tête par un gros parpaing de cheminée qui glisse accidentellement du toit, tandis que Bruce est en train de le réparer. Et cet accident a failli coûter la vie à Judy. Elle a eu de la chance d'y survivre. Une autre fois, un feu se déclare chez les Moilanen alors que Judy est en train de dormir seule à la maison. Heureusement, elle se réveille à temps pour appeler les pompiers. Mais elle a gardé ça pour elle. Je crois qu'elle n'en a parlé qu'à une ou deux personnes. C'était tout simplement bizarre. Bien sûr, bizarre ne signifie pas coupable, mais ça peut certainement servir de base au meurtre et au mobile. Enfin, la mort de Judy permet aussi à Bruce de toucher plus de 300 000 $ d'assurance vie. En 1992, dans cette région du Michigan, ça faisait beaucoup d'argent. Bruce parle également à Gail de la prime d'assurance vie, ce qu'elle prend comme une tentative maladroite de séduction vis-à-vis d'elle. À plusieurs reprises, il a essayé de me dire qu'il allait être financièrement à l'aise, au point de pouvoir démissionner de son travail pour se consacrer à ses animaux. On n'a pas mis longtemps à se rendre compte que quelque chose clochait. Ce n'était pas un simple accident. Cette affirmation est peut-être bien en dessous de la vérité. Judy était une femme qui se souciait beaucoup des autres. Elle aurait fait n'importe quoi pour aider quelqu'un. Lorsque Judy Moilanen, âgée de 35 ans, est tuée dans un affreux accident de chasse, son mari Bruce a un alibi pour la journée entière. Mais la police trouve un témoin qui affirme avoir vu Bruce chasser seul ce jour-là, ce qui contredit son alibi. Il y a des gens qui prétendaient avoir vu Bruce vers 14h30, 14h15. Mais quand on a interrogé ces personnes de façon poussée, certaines n'ont même pas pu prouver qu'elles l'avaient vu. Il ne pouvait pas couvrir la période où il se trouvait dans les bois, et aucun témoin ne pouvait dire où il était à ce moment-là. En détaillant la scène de crime, les enquêteurs médico-légaux découvrent ce qui ressemble à une éraflure sur un arbre à environ 12 mètres de l'endroit où ils ont retrouvé le cadavre de Judy. Ils appliquent sur l'écorce un produit chimique qui vire au violet en présence de plomb. Le test est positif, ce qui prouve qu'une balle a bien percuté l'arbre. Durant des semaines, Dan Castle essaie de la trouver à l'aide d'un détecteur de métal, sans succès. Sachant que le temps joue contre lui, il persiste avec acharnement, car il n'ignore pas que l'issue de l'enquête repose en grande partie sur l'analyse du projectile.
Je savais que la balle était là, seulement je cherchais dans le mauvais secteur. Et ça commençait à m'énerver, je savais que le temps allait changer. On était censé avoir beaucoup de froid et de neige. Finalement, il décide de tenter une nouvelle expérience. Il se sert d'un lance-pierre pour recréer la trajectoire de la balle. Il sait où se trouvait Judy quand elle a été touchée et où la balle a touché l'arbre. Il lance donc des billes vers l'arbre selon le même angle de trajectoire que la balle fatale. J'ai essayé de me placer au même endroit que la balle et j'entendais les billes ricocher sur les branches et les feuilles dans les bois. Une des billes qui a touché l'arbre a ricoché dessus presque à angle droit. Je crois que c'était à environ 30 mètres de l'arbre. Lorsque Castle regarde autour de la zone, il découvre la balle. C'était simplement un coup de chance. J'étais perdu, je ne savais plus quoi faire. Pour moi, c'est remarquable le fait qu'il ait pensé à faire cette expérience et qu'il soit allé dans les bois pour essayer de savoir où une balle pouvait bien aller après avoir touché un arbre. Ray Kenny, expert en armes à feu auprès de la police du Michigan, analyse le projectile pour voir s'il s'agit de la balle qui a tué Judy Moylanenen. L'enveloppe de cuivre est endommagée, ce qui n'a rien d'inhabituel. Mais il découvre une preuve importante enfermée à l'intérieur. J'ai fait levier sur l'arrière de la balle et j'ai récupéré des substances. Il y avait du bois et des fibres. Les experts en médecine légale ont enfin une piste. Il s'agit du bois et de la mousse de l'arbre marqués par la balle. Et le projectile recèle d'autres preuves. Il y avait d'autres sortes de fibres. Je voyais une minuscule fibre rose. La fibre de coton rose étudiée au microscope se révèle similaire à celle de la chemise portée par Judy. La fibre noire correspond à celle du blouson. Et le fragment de plume au duvet trouvé dans la doublure du blouson de la victime. Cela ne fait aucun doute. Il s'agit bien de la balle qui a tué Judy Moylanenen. C'est un projectile de calibre 7,62. Il peut avoir été tiré d'une arme de guerre, comme d'un fusil destiné à la chasse au gros gibier. C'était une avancée incroyable dans cette affaire. Pendant très longtemps, Moylanenen n'en a rien su. Il ne se doutait pas que la balle avait été retrouvée. Les enquêteurs recherchent tous les fusils qui auraient pu tirer cette balle et identifient 4 fabricants possibles. Bruce Moylanenen nie possédait l'un de ces fusils. Mais dans les documents financiers du couple, on trouve des papiers concernant un prêt bancaire récent. Et la collection d'armes de Bruce est citée comme nantissement. On a trouvé une liste de biens dans laquelle figurait un fusil dont il a omis de nous parler. Un Savage de calibre 7,62 dont la portée concordait avec une arme qui aurait pu tirer la balle en question. C'était donc un élément clé pour nous. Bruce chassait, mais pas le chevreuil. C'est sa femme qu'il chassait. L'accusation pense que Bruce Moylanenen a déjà essayé de tuer sa femme auparavant. Un an plus tôt, tandis que Bruce est sur le toit pour réparer la cheminée, un parpaing tombe mystérieusement et blesse Judy à la tête. Elle survit à cet incident. L'accusation pense aussi que Bruce a allumé un feu suspect et y voit une autre tentative de tuer Judy. C'est vraiment incroyable que cet homme ait pu faire une chose pareille alors que sa femme et son enfant dormaient dans la maison. Le procureur essaie d'imaginer le mobile et le déroulement du crime. Et voilà son hypothèse. Après ces 2 essais infructueux, Bruce Moylanenen profite de la saison de la chasse pour tenter une nouvelle fois de tuer son épouse. Embusqué dans la forêt, il attend qu'elle se promène avec ses chiens pour la mettre en joue à distance. La balle traverse le blouson en duvet et la chemise en coton rouge de Judy. Puis, elle heurte un arbre et ricoche sur le sol. Bruce se débarrasse ensuite de son arme, espérant que la balle restera introuvable, égarée quelque part
dans le sous-bois. S'apprêtant à faire main basse sur les 300 000 $ de la prime de l'assurance vie, il poursuit Gail Lampinen de son assiduité, même si elle est mariée et ne répond pas à ses avances. Pour infléchir sa décision, il pousse la perversion en vantant ses prouesses sexuelles dans le post-scriptum de la fausse lettre attribuée à Judy qu'il lui fait parvenir. Le crime aurait pu être parfait. Mais les experts médico-légaux retrouvent la balle fatale dans la forêt et l'analyse électrostatique de la lettre prouve bientôt que Bruce s'est entraîné à imiter l'écriture de sa femme. Il n'est pas possible d'imiter l'écriture de quelqu'un d'autre à 100%. On peut intégrer quelques-unes de ses habitudes d'écriture, mais certaines des nôtres finissent par apparaître. J'ai l'impression que son véritable mobile, c'était Gail Lampinen. Bruce se disait que s'il arrivait à se débarrasser de Judy, il pourrait alors séduire Gail, qu'ils partiraient ensemble et seraient heureux pour toujours. Au cours d'un interrogatoire de police, Bruce découvre les preuves médico-légales. Les policiers affirment clairement que Gail Lampinen ne veut pas de lui et qu'elle a su dès le départ que la lettre était un faux. À ce moment-là, Bruce passe aux aveux. Les policiers ont introduit le fait que Gail Lampinen avait collaboré avec eux. Je pense que pour lui, ça a été un énorme choc affectif. Et je crois que c'est ce qui l'a fait craquer. On ne s'intéressait pas à lui, on n'avait aucune envie de faire des choses avec lui. On avait notre vie et on se disait simplement que si on l'ignorait, il finirait par renoncer, mais ça n'a pas été le cas. Bruce dit avoir jeté le fusil dans une rivière non loin de là, même si la police n'a pas pu le retrouver. Il réussit à corriger une erreur dans le rapport de l'expert médical. Bruce m'a appris qu'on s'était trompé dans notre analyse. On avait cru que Judy avait reçu la balle du côté gauche, alors qu'en fait, elle a été touchée par le côté droit de la poitrine, et que la balle est ressortie à gauche. J'ai senti que c'était un élément clé dans ses aveux, parce qu'il nous disait quelque chose que seule la personne qui avait tiré pouvait savoir. Il révèle également son mobile. Quel est le mobile de chacun pour tuer? Je pense que ça se résume à l'argent, à la cupidité. La mort de sa femme lui a permis de toucher 300 000 $. Il a dit que Judy était un tyran au travail, mais aussi un tyran à la maison. Il a dit qu'elle était une mauvaise cuisinière et qu'il finissait par cuisiner la plupart du temps. Il nous a raconté qu'il ne voulait pas divorcer parce que Judy aurait eu la moitié de tout. Et il ne voulait pas renoncer à ses biens. Et c'est ce qui a causé la perte de Bruce. Il était mesquin. Bruce Molanen est arrêté et accusé de meurtre avec préméditation. Malgré ses aveux, il plaide non coupable lors du procès. Il avait une excuse pour les aveux. Il y aurait été physiquement contraint. Il était épuisé. Vous allez savoir comment il a pris l'arme, visé sa femme et appuyé sur la détente, ce qui a entraîné la mort instantanée de Judy Molanen. L'accusation montre au jury la reconstitution faite par la police de la chute du parpaing. Bruce déclare qu'il a involontairement donné un coup de pied dans le parpaing, ce qui l'a fait tomber. La reconstitution prouve que c'est impossible. Le parpaing a dû être volontairement poussé. Mais les preuves médico-légales sont plus que suffisantes. Bruce Molanen est reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité. Tous les éléments se sont assemblés. Certes, c'est très triste pour la famille, mais au moins on a pu leur donner la parole et leur rendre justice. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça les réconforte. Je trouve que les preuves médico-légales sont très importantes. Je ne pense pas qu'on aurait eu assez d'informations pour faire craquer Bruce sans ce type d'éléments. Je crois qu'il s'est simplement dit qu'il était bien plus malin que les flics de ce trou perdu, que ces types ne pouvaient pas être aussi brillants. Mais en fait, ils ont montré qu'ils étaient bien plus malins que lui. À l'issue de son procès, Bruce Molanen a été condamné à la peine de mort le 4 janvier 1994. Ainsi s'achève cette enquête exemplaire. Elle aura fait appel à de nombreuses techniques sophistiquées. Études de fibres, révélateurs chimiques, analyse balistique, graphologie, expertise de papier et emploi d'un lance-pierre pour localiser une pièce à conviction.
Le jour de sa mort, Judy, chasseuse et dresseuse de chiens, avait choisi de ne pas emporter son fusil pour profiter pleinement de la nature en compagnie de ses 5 épagnols. Sachez encore que le récit de ce fait divers hors du commun a donné lieu à un livre intitulé « Une lettre dans un pull », devenu un best-seller aux États-Unis. Eh bien, ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie et rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Tandis que Bruce est sur le toit pour réparer la cheminée, un parpaing tombe mystérieusement et blesse Judy à la tête. Elle survit à cet incident. L'accusation pense aussi que Bruce a allumé un feu suspect et y voit une autre tentative de tuer Judy. C'est vraiment incroyable que cet homme ait pu faire une chose pareille alors que sa femme et son enfant dormaient dans la maison. Le procureur essaie d'imaginer le mobile et le déroulement du crime. Et voilà son hypothèse. Après ces 2 essais infructueux, Bruce Moylanen profite de la saison de la chasse pour tenter une nouvelle fois de tuer son épouse. Embusqué dans la forêt, il attend qu'elle se promène avec ses chiens pour la mettre en joue à distance. La balle traverse le blouson en duvet et la chemise en coton rouge de Judy. Puis, elle heurte un arbre et ricoche sur le sol. Bruce se débarrasse ensuite de son arme, espérant que la balle restera introuvable, égarée quelque part dans le sous-bois. S'apprêtant à faire main basse sur les 300 000 $ de la prime de l'assurance vie, il poursuit Gail Lampinen de son assiduité, même si elle est mariée et ne répond pas à ses avances. Pour infléchir sa décision, il pousse la perversion en vantant ses prouesses sexuelles dans le post-scriptum de la fausse lettre attribuée à Judy qu'il lui fait parvenir. Le crime aurait pu être parfait, mais les experts médico-légaux retrouvent la balle fatale dans la forêt et l'analyse électrostatique de la lettre prouve bientôt que Bruce s'est entraîné à imiter l'écriture de sa femme. Il n'est pas possible d'imiter l'écriture de quelqu'un d'autre à 100%. On peut intégrer quelques-unes de ses habitudes d'écriture, mais certaines des nôtres finissent par apparaître. J'ai l'impression que son véritable mobile, c'était Gail Lampinen. Bruce se disait que s'il arrivait à se débarrasser de Judy, il pourrait alors séduire Gail, qu'ils partiraient ensemble et seraient heureux pour toujours. Au cours d'un interrogatoire de police, Bruce découvre les preuves médico-légales. Les policiers affirment clairement que Gail Lampinen ne veut pas de lui et qu'elle a su dès le départ que la lettre était un faux. À ce moment-là, Bruce passe aux aveux. Les policiers ont introduit le fait que Gail Lampinen avait collaboré avec eux. Je pense que pour lui, ça a été un énorme choc affectif. Et je crois que c'est ce qui l'a fait craquer. On ne s'intéressait pas à lui, on n'avait aucune envie de faire des choses avec lui. On avait notre vie et on se disait simplement que si on l'ignorait, il finirait par renoncer, mais ça n'a pas été le cas. Ces traces étaient celles du mucus et de la salive desséchée qui s'étaient épanchées du nez et de la bouche de Carrie après son décès. Nous nous sommes appliqués à préserver tous les indices afin de les faire analyser plus tard dans nos laboratoires. Les échantillons de sang, bien sûr, et les empreintes digitales. Quand on se trouve sur les lieux d'un tel meurtre, il est indispensable de relever et de conserver soigneusement le moindre indice. Les enquêteurs sont convaincus qu'il existe quelque part sur les lieux du crime un indice qui les conduira jusqu'à l'assassin. Mais encore faut-il trouver cet indice. Cette jeune femme était morte. C'était parfaitement injuste. Je me devais de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour que le coupable soit puni. Le corps de Carrie Love est découvert sur le terrain de chasse d'un tueur en série, l'un des plus redoutables qui ait jamais sévi aux États-Unis. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'elle avait été assassinée par le tueur de Green River. Plus d'une quarantaine de femmes ont été assassinées dans la région. Et à cette époque, le tueur de Green River n'a toujours pas été appréhendé.
Avant de soulever le corps de Carrie de sa tombe de gravier, les experts médico-légaux prennent soin de relever le plus d'indices possible. On a découvert un peu plus tard des indices sur le corps qu'on aurait peut-être perdu si on l'avait traîné pour le sortir. Il y avait collé sur l'abdomen une boulette de peluche composée d'une douzaine de fibres textiles différentes. Les enquêteurs espèrent que l'autopsie de Carrie révélera ce qui s'est passé au cours de ses derniers instants de vie. L'autopsie a duré un peu plus de 9 heures, parce qu'on n'a absolument rien laissé passer. Elle a été menée avec une rigueur exceptionnelle, et tous ceux qui ont travaillé sur cette affaire, on ne peut pas trouver mieux dans le métier. En pratiquant l'autopsie, le légiste découvre quelques fibres de coton rouge sous les ongles de la victime, ce qui prouve qu'elle s'est sauvagement débattue avant de succomber. Des traces d'hémorragie dans les globes oculaires indiquent par ailleurs que la cause de la mort est due à une asphyxie et non aux coups de couteau qui lui ont perforé le thorax. Le médecin observe encore qu'un étrange dessin s'est imprimé à la surface des hématomes qui couvrent son bras gauche et sa poitrine. S'il s'agit bien d'une empreinte de pneu, comme il le suppose, les enquêteurs disposent enfin d'un indice prometteur pour traquer l'assassin. On aurait dit qu'ils avaient été causés par le flanc d'un pneu qui aurait roulé sur le bras. Leur dessin était extrêmement géométrique et parfaitement visible. Lettre sur la page qui se trouvait au-dessus, ce qui est fréquent quand on fait un faux. Stegall compare la lettre aux échantillons d'écriture de Bruce et il en conclut que ce dernier est l'auteur de la lettre. Dire que cet homme a eu l'audace d'écrire ça et de l'attribuer à sa femme alors qu'elle venait de mourir dans un accident de chasse. Je n'y ai pas pensé parce que je me disais que la personne que je connaissais ne pouvait pas être capable d'une chose pareille. Puis, les enquêteurs découvrent autre chose. Un an auparavant, Judy est blessée à la tête par un gros parpaing de cheminée qui glisse accidentellement du toit, tandis que Bruce est en train de le réparer. Et cet accident a failli coûter la vie à Judy. Elle a eu de la chance d'y survivre. Une autre fois, un feu se déclare chez les Moilanen alors que Judy est en train de dormir seule à la maison. Heureusement, elle se réveille à temps pour appeler les pompiers. Mais elle a gardé ça pour elle. Je crois qu'elle n'en a parlé qu'à une ou deux personnes. C'était tout simplement bizarre. Bien sûr, bizarre ne signifie pas coupable, mais ça peut certainement servir de base au meurtre et au mobile. Enfin, la mort de Judy permet aussi à Bruce de toucher plus de 300 000 $ d'assurance vie. En 1992, dans cette région du Michigan, ça faisait beaucoup d'argent. Bruce parle également à Gail de la prime d'assurance vie, ce qu'elle prend comme une tentative maladroite de séduction vis-à-vis d'elle. À plusieurs reprises, il a essayé de me dire qu'il allait être financièrement à l'aise, au point de pouvoir démissionner de son travail pour se consacrer à ses animaux. On n'a pas mis longtemps à se rendre compte que quelque chose clochait. Ce n'était pas un simple accident. Cette affirmation est peut-être bien en dessous de la vérité. Judy était une femme qui se souciait beaucoup des autres. Elle aurait fait n'importe quoi pour aider quelqu'un. Lorsque Judy Moilanen, âgée de 35 ans, est tuée dans un affreux accident de chasse, son mari Bruce a un alibi pour la journée entière. Mais la police trouve un témoin qui affirme avoir vu Bruce chasser seul ce jour-là, ce qui contredit son alibi. Il y a des gens qui prétendaient avoir vu Bruce vers 14h30, 14h15. Mais quand on a interrogé ces personnes de façon poussée, certaines n'ont même pas pu prouver qu'elles l'avaient vu. Il ne pouvait pas couvrir la période où il se trouvait dans les bois, et aucun témoin ne pouvait dire où il était à ce moment-là. En détaillant la scène de crime, les enquêteurs médico-légaux découvrent ce qui ressemble à une éraflure sur un arbre à environ 12 mètres de l'endroit où ils ont retrouvé le cadavre de Judy. Dans ses aveux, parce qu'il nous disait quelque chose que seule la personne qui avait tiré pouvait savoir. Il révèle également son mobile.
Quel est le mobile de chacun pour tuer? Je pense que ça se résume à l'argent, à la cupidité. La mort de sa femme lui a permis de toucher 300 000 $. Il a dit que Judy était un tyran au travail, mais aussi un tyran à la maison. Il a dit qu'elle était une mauvaise cuisinière et qu'il finissait par cuisiner la plupart du temps. Il nous a raconté qu'il ne voulait pas divorcer parce que Judy aurait eu la moitié de tout, et il ne voulait pas renoncer à ses biens. Et c'est ce qui a causé la perte de Bruce. Il était mesquin. Bruce Molanen est arrêté et accusé de meurtre avec préméditation. Malgré ses aveux, il plaide non coupable lors du procès. Il avait une excuse pour les aveux. Il y aurait été physiquement contraint. Il était épuisé. Vous allez savoir comment il a pris l'arme, visé sa femme et appuyé sur la détente, ce qui a entraîné la mort instantanée de Judy Molanen. L'accusation montre au jury la reconstitution faite par la police de la chute du parpaing. Bruce déclare qu'il a involontairement donné un coup de pied dans le parpaing, ce qui l'a fait tomber. La reconstitution prouve que c'est impossible. Le parpaing a dû être volontairement poussé. Mais les preuves médico-légales sont plus que suffisantes. Bruce Molanen est reconnu coupable et condamné à la prison à perpétuité. Tous les éléments se sont assemblés. Certes, c'est très triste pour la famille, mais au moins on a pu leur donner la parole et leur rendre justice. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça les réconforte. Je trouve que les preuves médico-légales sont très importantes. Je ne pense pas qu'on aurait eu assez d'informations pour faire craquer Bruce sans ce type d'éléments. Je crois qu'il s'est simplement dit qu'il était bien plus malin que les flics de ce trou perdu, que ces types ne pouvaient pas être aussi brillants. Mais en fait, ils ont montré qu'ils étaient bien plus malins que lui. À l'issue de son procès, Bruce Molanen a été condamné à la peine de mort le 4 janvier 1994. Ainsi s'achève cette enquête exemplaire. Elle aura fait appel à de nombreuses techniques sophistiquées. Études de fibres, révélateurs chimiques, analyse balistique, graphologie, expertise de papier et emploi d'un lance-pierre pour localiser une pièce à conviction. Le jour de sa mort, Judy, chasseuse et dresseuse de chiens, avait choisi de ne pas emporter son fusil pour profiter pleinement de la nature en compagnie de ses 5 épagnols. Sachez encore que le récit de ce fait divers hors du commun a donné lieu à un livre intitulé « Une lettre » que les policiers doutent de cette version. Il leur faut collecter des faits matériels pour confondre le suspect et pouvoir l'inculper. On a trouvé dans l'habitacle du camion 2 rouleaux d'essuie-tout d'une certaine marque, dont un entamé. Il est de la même marque et de la même couleur que celui dont le meurtrier s'est servi pour asphyxier la jeune femme. J'ai analysé le pigment vert de ces 2 essuie-tout et il était identique. Ensuite, j'ai passé les feuilles au spectromètre à fluorescence X pour y rechercher la moindre trace de métal. Du métal dans du papier essuie-tout? Il y en a en effet. Quand on réduit le bois en pâte à papier, on supprime l'excédent de fibres avec du sulfure. Une infime quantité de ce sulfure, ainsi qu'un peu de sodium contenu dans le bois, reste imbibé dans le papier. Avant de procéder à l'analyse spectrométrique, Michael Howard doit réduire chaque échantillon d'essuie-tout en cendres. Puis il y ajoute un composé chimique neutre et le place dans le spectromètre à fluorescence. Sous l'effet des rayons X, les traces de métaux deviennent phosphorescentes. Il s'avère que les 2 échantillons possèdent la même quantité de sulfure, de sodium, de potassium et autres métaux. Cette parfaite similitude nous a permis d'établir le lien entre les feuilles retrouvées près de la victime et le rouleau d'essuie-tout découvert dans le camion. De plus, les feuilles d'essuie-tout du camion possèdent les mêmes perforations, disposées de façon identique que celles découvertes sur la scène du crime. Puis, les experts médico-légaux comparent les fibres de coton rouge découvertes sous les ongles de Carrie avec celles prélevées sur le t-shirt rouge que Pratt portait durant son interrogatoire. Leur étude au microscope révèle qu'elles sont identiques, même tissu, même teinture. Il était clair qu'elle avait griffé son t-shirt.
C'était peut-être arrivé dans un moment de passion, ou de haine, ou au cours d'une bagarre. La police a également découvert quelques fibres du sac de couchage lors de la perquisition du camion de Pratt. Ces quelques fibres nous ont permis d'établir le lien entre le camion et l'endroit où le meurtrier s'est débarrassé du sac de couchage de Carrie. Enfin, dans le bureau de Pratt, Cooper découvre une autre piste. Il s'agit d'un reçu pour un plein d'essence effectué la veille de la découverte du corps. Il avait fait le plein dans une station-service. Cooper appelle aussitôt la station-service pour savoir si quelqu'un se souvient de Jesse Pratt. La cour ayant rejeté cet appel, Pratt attend toujours l'exécution de la sentence dans le couloir de la mort de la prison où il croupit depuis 17 ans déjà. Bien que son cas ne m'inspire aucune compassion, l'argument de Pratt était néanmoins recevable. En effet, après examen médical, le docteur Colby, neuropsychiatre, avait attribué au détenu un QI de 77, ce qu'il assimilait à un faible d'esprit. Il avait par ailleurs détecté chez lui de graves dommages cérébraux pouvant expliquer un comportement ultra-violent. Pour autant, le médecin avait estimé que si Pratt avait suivi un traitement médicamenteux approprié, il aurait sans doute pu contrôler ses excès de fureur. Le docteur Underwager, spécialiste des délinquants pervers et déviants, a confirmé le diagnostic de son confrère. Selon lui, Pratt avait été sexuellement abusé à maintes reprises durant son enfance, ce qui l'aurait contraint à adopter plus tard une conduite sadomasochiste envers les femmes. Pour sa défense, le meurtrier a expliqué à son tour que sa violence était la conséquence du trauma crânien qu'il avait subi en ayant été heurté par un camion. Quoi qu'il en soit, sans l'extraordinaire subtilité de l'enquête menée par les experts médico-légaux, un redoutable prédateur terroriserait toujours les routes américaines. Notre seconde histoire se déroule sur la péninsule nord du Michigan. C'est une zone de forêt peu peuplée et habituellement sans danger. C'est pourquoi quand une jeune femme est tuée par balle alors qu'elle se promène avec ses chiens, l'annonce de sa mort fait l'effet d'une bombe. La péninsule nord du Michigan couvre plus de 40 km² de forêt peu peuplée. Une région calme et habituellement sans danger. Disons que si quelqu'un se faisait voler son vélo, ça ferait la une du journal. Ici, les habitants ont plus de problèmes avec les chasseurs qu'avec les criminels. Un jour, ma belle-fille était en train d'étendre son linge et des balles lui ont sifflé aux oreilles. Et pourtant, ce n'était même pas la saison du chevreuil. En 1992, le dernier jour de la saison du chevreuil, Judy Blake Moylanen part en promenade dans les bois avec ses 5 chiens. Les chiens finissent par rentrer à la maison, mais pas Judy. La mère de Judy et une voisine partent à sa recherche. Ils la retrouvent sur un chemin forestier. 70705, nous avons un accident de chasse au bout de Cherry Lane. À la sortie de la M30. Cette affirmation est peut-être bien en dessous de la vérité. Judy était une femme qui se souciait beaucoup des autres. Elle aurait fait n'importe quoi pour aider quelqu'un. Lorsque Judy Moylanen, âgée de 35 ans, est tuée dans un affreux accident de chasse, son mari Bruce a un alibi pour la journée entière. Mais la police trouve un témoin qui affirme avoir vu Bruce chasser seul ce jour-là, ce qui contredit son alibi. Il y a des gens qui prétendaient avoir vu Bruce vers 14h30, 14h15. Mais quand on a interrogé ces personnes de façon poussée, certaines n'ont même pas pu prouver qu'elles l'avaient vu. Il ne pouvait pas couvrir la période où il se trouvait dans les bois, et aucun témoin ne pouvait dire où il était à ce moment-là. En détaillant la scène de crime, les enquêteurs médico-légaux découvrent ce qui ressemble à une éraflure sur un arbre à environ 12 mètres de l'endroit où ils ont retrouvé le cadavre de Judy.
Ils appliquent sur l'écorce un produit chimique qui vire au violet en présence de plomb. Le test est positif, ce qui prouve qu'une balle a bien percuté l'arbre. Durant des semaines, Dan Castle essaie de la trouver à l'aide d'un détecteur de métal, sans succès. Sachant que le temps joue contre lui, il persiste avec acharnement, car il n'ignore pas que l'issue de l'enquête repose en grande partie sur l'analyse du projectile. Je savais que la balle était là, seulement je cherchais dans le mauvais secteur. Et ça commençait à m'énerver, je savais que le temps allait changer. On était censé avoir beaucoup de froid et de neige. Finalement, il décide de tenter une nouvelle expérience. Il se sert d'un lance-pierre pour recréer la trajectoire de la balle. Il sait où se trouvait Judy quand elle a été touchée et où la balle a touché l'arbre. Il lance donc des billes vers l'arbre selon le même angle de trajectoire que la balle fatale. J'ai essayé de me placer au même endroit que la balle et j'entendais les billes ricocher sur les branches et les feuilles dans les bois. Une des billes qui a touché l'arbre a ricoché dessus presque à angle droit. Je crois que c'était à environ 30 mètres de l'arbre. Lorsque Castle regarde autour de la zone, il découvre la balle. C'était simplement un coup de chance. J'étais perdu, je ne savais plus quoi faire. Pour moi, c'est remarquable le fait qu'il ait pensé à faire cette expérience et qu'il soit allé dans les bois pour essayer de savoir où une balle pouvait bien aller après avoir touché un arbre. Ray Kenny, expert en armes à feu auprès de la police du Michigan, analyse le projectile pour voir. Ils appliquent sur l'écorce un produit chimique qui vire au violet en présence de plomb. Le test est positif, ce qui prouve qu'une balle a bien percuté l'arbre. Durant des semaines, Dan Castle essaie de la trouver à l'aide d'un détecteur de métal, sans succès. Sachant que le temps joue contre lui, il persiste avec acharnement, car il n'ignore pas que l'issue de l'enquête repose en grande partie sur l'analyse du projectile. Je savais que la balle était là, seulement je cherchais dans le mauvais secteur. Et ça commençait à m'énerver, je savais que le temps allait changer. On était censé avoir beaucoup de froid et de neige. Finalement, il décide de tenter une nouvelle expérience. Il se sert d'un lance-pierre pour recréer la trajectoire de la balle. Il sait où se trouvait Judy quand elle a été touchée et où la balle a touché l'arbre. Il lance donc des billes vers l'arbre selon le même angle de trajectoire que la balle fatale. J'ai essayé de me placer au même endroit que la balle et j'entendais les billes ricocher sur les branches et les feuilles dans les bois. Une des billes qui a touché l'arbre a ricoché dessus presque à angle droit. Je crois que c'était à environ 30 mètres de l'arbre. Lorsque Castle regarde autour de la zone, il découvre la balle. C'était simplement un coup de chance. J'étais perdu, je ne savais plus quoi faire. Pour moi, c'est remarquable le fait qu'il ait pensé à faire cette expérience et qu'il soit allé dans les bois pour essayer de savoir où une balle pouvait bien aller après avoir touché un arbre. Ray Kenny, expert en armes à feu auprès de la police du Michigan, analyse le projectile pour voir s'il s'agit de la balle qui a tué Judy Moilanen. L'enveloppe de cuivre est endommagée, ce qui n'a rien d'inhabituel. Mais il découvre une preuve importante enfermée à l'intérieur. J'ai fait levier sur l'arrière de la balle et j'ai récupéré des substances. Il y avait du bois et des fibres. Les experts en médecine légale ont enfin une piste. Il s'agit du bois et de la mousse de l'arbre marqués par la balle. Et le projectile recèle d'autres preuves. Il y avait d'autres sortes de fibres. Je voyais une minuscule fibre rose. La fibre de coton rose étudiée au microscope se révèle similaire à celle de la chemise portée par Judy. La fibre noire correspond à celle du blouson. Et le fragment de plume au duvet trouvé dans la doublure du blouson de la victime. Cela ne fait aucun doute.
Il s'agit reprochait plus ou moins à sa femme de ne pas s'être habillée en orange ce jour-là pour aller en forêt. Je me suis dit que c'était très déplacé, vu les circonstances. Bruce fait plusieurs déclarations étranges concernant sa femme, et les enquêteurs commencent à se demander si la mort de Judy est vraiment un accident. Quelques jours après l'enterrement de Judy Molanen, plusieurs amies remarquent que son mari a un comportement bizarre. L'une d'entre elles affirme qu'il lui a fait des avances. Il m'a demandé si je voulais vivre avec lui, si on pouvait être plus que des amis, ce genre de choses. Je n'en revenais pas. Sa femme était morte depuis 15 jours à peine, et voilà qu'il disait des choses pareilles. Il y a également un autre incident bizarre. Après l'enterrement, Bruce donne certains des vêtements de Judy à une amie, Gail Lampinen. Et parmi ces vêtements se trouve une lettre. Cette lettre était adressée à Gail. Elle est censée avoir été écrite par la victime, Judy Molanen, et elle est signée Jude, qui était le petit surnom intime de Judy. Mais Judy connaissait peu Gail. Elle ne l'avait rencontrée qu'une ou deux fois en passant. Quand j'ai lu la lettre, je me trouvais dans la cuisine. La première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est « Qu'est-ce que c'est que ça ?» En gros, la lettre disait « J'ai des problèmes de couple. Bruce et moi, on s'éloigne. Il a sa vie, j'ai la mienne. Je vous en prie, aidez-le à trouver quelqu'un d'autre. » C'était ce genre de choses. Mais ce qui m'a fait réagir, c'est le post-scriptum qui disait « Il est génial au lit. » J'ai trouvé très bizarre qu'elle écrive une chose pareille. Gail raconte à la police que Bruce s'est comporté de manière déplacée avec elle au cours des mois qui ont précédé la mort de Judy. Bruce a vraiment craqué, il s'est mis à suivre des gens. Voilà ce qui s'est passé. Il a commencé à venir ici et à beaucoup téléphoner. Il nous a invités à aller au ski ou à faire différentes choses, mais on a refusé. On s'est aperçu que Bruce nous avait caché toute une partie de sa personnalité. Pour voir si la lettre est authentique, la police la confie à un expert en documents du service médico-légal. On m'a demandé de comparer la lettre à des échantillons d'écriture de Judy Molanen. Stegall remarque que l'écriture est lente et réfléchie. Ça peut laisser supposer que ce document est un faux, fait par quelqu'un qui essaie de maquiller son écriture ou d'imiter celle d'une autre personne. Il y a plusieurs caractéristiques qui ne concordent pas avec les échantillons d'écriture de Judy. L'empreinte du flanc d'un pneu de camion. Ce n'était pas le dessous du pneu qui avait laissé cette trace, mais bien sa partie latérale. Afin de voir si les blessures sont dues aux pneus du camion de Pratt, les enquêteurs font appel à Peter MacDonald, un expert en la matière. Ils avaient entendu parler de moi et ont pensé que je pourrais leur être utile. MacDonald relève tout d'abord les empreintes de sculpture sur chacun des 18 pneus du camion. Au premier coup d'œil, il s'aperçoit qu'ils ont été récemment rechappés. Pour une raison encore inexpliquée, les sculptures des nouvelles chapes sont toutes différentes. Après un examen attentif, l'expert constate que l'empreinte du pneu imprimée sur le thorax de Carrie ressemble à celle du pneu arrière droit du camion de Pratt. Mais les sculptures latérales du pneu et la marque de brûlure relevée sur l'avant-bras de la victime sont-elles concordantes? Pour rechapper un pneu, on remplace la bande de roulement usée par une couche de caoutchouc neuve que l'on colle sur le pneu. Elle est fixée à ses deux extrémités. MacDonald s'intéresse plus particulièrement à ce point de fixation. En plaçant une feuille de papier sur le flanc du pneu, il relève l'empreinte des sculptures et obtient le dessin d'une petite barre suivie d'un carré arrondi. Au point de colle des deux extrémités de la nouvelle chape, il remarque que la barre est plus courte que partout ailleurs sur le pneu. Cet indice sera-t-il suffisant pour relier la victime au camion de Jesse Pratt? Cette barre m'a particulièrement intrigué en raison de sa singularité.
En effet, on ne la trouve qu'au point de fixation des deux extrémités de la nouvelle chape. De retour dans son laboratoire, MacDonald découpe la forme de la sculpture et la monte sur un tampon qu'il enduit d'encre. Puis il applique ce dernier sur son bras. Le dessin ainsi obtenu est identique à la marque de brûlure sur le bras de Carrie et il correspond parfaitement aux sculptures sur le flanc du pneu du camion de Pratt. Les deux dessins ont la même courte barre au point de fixation de la nouvelle chape. Cette même barre était visible sur le bras de la victime. Sans cette caractéristique, je n'aurais pas pu faire une identification positive. MacDonald relève un numéro de série XZA 9219 sur le pneu nouvellement rechapé.